Bonjour à tous. 8 communes sur 10 sont aujourd'hui touchées par le trafic de drogue. Autant dire que ce fléau n'épargne personne, ni les zones rurales, ni même les grandes agglomérations. Et de fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une augmentation des saisies de cocaïne de plus 130% en un an. Plus de 100 tonnes de drogue saisies cette année contre 10 il y a 10 ans. Un nombre de consommateurs de cocaïne qui explose. 1 million de consommateurs. On n'hésite plus à parler de tsunami blanc. Alors peut-on encore lutter efficacement contre le trafic de drogue en France? C'est la question que nous allons poser à nos invités que je vous présente. D'abord Nicolas Daragon, vous êtes maire de Valence et ancien ministre en charge de la sécurité du quotidien. Jocelyn Sapotil, vous êtes maire du Lamentin en Guadeloupe et président des maires de Guadeloupe. Sylvain Noyau, vous êtes général de l'unité nationale de police judiciaire. Et enfin, Jacques Rollier-Labondette, vous êtes chef du pôle opérationnel OFAS, Office anti-stupéfiants. D'abord, merci messieurs d'être présents pour pouvoir nous éclairer sur cette question. D'abord, vous, Nicolas Daragon, vous avez vu les saisies des stupéfiants augmenter de 17% en un an dans votre commune. Alors, comment vous avez vu l'impact évoluer sur votre commune et comment vous faites face? Alors, la saisie qui a augmenté de stupéfiants, elle est le résultat de deux phénomènes. D'abord, l'augmentation des trafics, évidemment, comme partout en France, comme partout dans le monde, si je peux dire les choses ainsi. Et puis, l'accélération du travail des forces de sécurité intérieure et des résultats qui sont produits. Donc, ça veut dire que ça n'est pas forcément révélateur du fait que ça se développe dans la ville. C'est la répression qui est plus efficace puisqu'on saisit plus de drogue. Les dispositifs qui sont accessibles pour un maire, c'est l'aménagement de l'espace urbain. Ça veut dire prendre soin de l'espace urbain en l'aménageant de façon à ce que la sécurité soit privilégiée aussi, pas créer des endroits à l'abri des caméras, à l'abri de la circulation des véhicules et des personnes. C'est le renforcement des effectifs de police municipale. On est passé de 32 à 75 à Valence, donc c'est un policier municipal pour un peu plus de 800 habitants, ce qui est énorme. C'est le renforcement du réseau de vidéoprotection. On est passé de 90 à 300 caméras. Donc on a également beaucoup augmenté le nombre de caméras disponibles qui nous permettent de surveiller l'espace public. C'est également le fait de faire circuler l'information et le renseignement. Et là, on s'appuie notamment sur le bailleur social, sur les transporteurs publics, sur les familles, les commerçants. On discute, nos policiers municipaux vont au contact en permanence, mais aussi nos éducateurs vont au contact en permanence. Donc voilà une partie de l'arsenal disponible pour un maire, mais évidemment, tout ça s'appuie sur un continuum de sécurité dans lequel on a des liens extrêmement forts avec la police nationale, puisqu'on est en secteur urbain, avec le préfet, avec le procureur de la République, et c'est ainsi qu'on arrive à trouver une certaine efficacité. Là, vous nous livrez effectivement des pistes intéressantes en matière de prévention. Jocelyn Sapotil, vous êtes donc maire de Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est un peu la porte d'entrée de la cocaïne sur le territoire européen. Alors, quand on est un maire des Antilles-Guyane, est-ce qu'on a réellement les moyens de lutter contre ce trafic exponentiel de cocaïne dans la zone? Oui, j'ai tendance à dire que le maire en Guadeloupe, il est comme le maire qui est à Valence. Il utilise les mêmes outils, avec la différence, c'est qu'il est sur un petit territoire au milieu de la mer des Caraïbes avec des petits États indépendants où souvent ce sont les bandes de narcotrafic qui font les politiques publiques dans ces petits États, qui financent les politiques publiques dans ces petits États. Et ça fait toute la différence entre un système français qui, lui, est bien régulé, et un autre système à côté où, je pourrais dire, les portes sont grandes ouvertes pour les narcotrafiquants. Donc, nous sommes dans un contexte où je dis que notre travail, nous, en tant que maire, dans ce système-là, comme le fait mon collègue maire de Valence, c'est d'être au premier niveau, d'être au premier kilomètre pour pouvoir être dans la prévention, dans le renseignement, dans l'information, mais qu'il y a un niveau qui nous dépasse, et c'est le niveau transnational, où ce niveau-là, bien sûr, nous sommes dans ce continuum où nous pouvons aider par l'information, mais ce niveau-là n'est pas notre portée.
Oui, c'est pas suffisant. Alors justement, je me tourne vers Jacques Crolly et Sylvain Noyau. Comment vous expliquez d'abord ce basculement de la drogue vers les campagnes et cette extension du trafic de cocaïne notamment? Ça s'explique de manière assez simple en réalité par le contexte international dans lequel la France évolue. La France doit faire face à une submersion de produits, de la cocaïne, du cannabis, pour des raisons extrêmement simples. C'est une question de surproduction. Il y a 10 ans, il y avait 2000 tonnes de cocaïne qui étaient produites environ dans les 3 pays producteurs que sont le Pérou, la Colombie et la Bolivie. Aujourd'hui, on a près de 4000. Donc il y a nécessairement un besoin pour les trafiquants de drogue de pouvoir trouver des consommateurs prêts à acheter leurs produits. On parle de la cocaïne, c'est également le cas pour le cannabis. La France, aujourd'hui, très clairement, doit faire face à un afflux de produits, je pense notamment à l'herbe de cannabis, suite à des législations, notamment en Amérique du Nord, qui ont permis la légalisation de ce produit-là, et avec une surproduction, là aussi, qui est exploitée par nos réseaux criminels, pour venir ensuite importer le produit dans le pays et essayer de diversifier de la façon la plus ample possible le vivier des clients, des consommateurs qui vont venir ensuite acheter le produit. Il y a effectivement des chiffres très simples qui témoignent de cet état de fait. Les saisies en sont un. Les saisies représentent l'indicateur de diffusion en quelque sorte du produit. L'année dernière, c'est près de 60 tonnes de cocaïne qui ont été saisies sur le territoire, quand il y a 10 ans, on parlait d'à peine 10 tonnes, avec un prix qui reste stable, voire qui baisse. On est donc dans cet environnement où on doit faire face à cette surproduction et avec une recherche de débouchés constant de la part des trafiquants qui explique une diffusion du produit absolument, si ce n'est uniforme, mais en tout cas très forte, très importante sur l'ensemble des territoires de l'État. Sylvain, oui. Sylvain Noyau, vous êtes disposé à la campagne, puisque la gendarmerie est présente dans les zones rurales. Vous avez vu également progresser ce trafic de drogue? Alors effectivement, on a constaté une forte augmentation à la fois de l'offre de produits stupéfiants, également de la demande de produits stupéfiants. Et l'émergence de ces trafics, elle est aussi le résultat, comme le disait M. d'Aragon, de l'activité des services. Alors bien sûr, les zones urbaines restent une place majeure en matière de trafic, mais effectivement on constate qu'aujourd'hui les villes moyennes sont concernées, les petites villes sont concernées, les zones rurales sont également concernées, et vous le disiez en introduction, aujourd'hui ce sont 8 communes sur 10 qui sont touchées par les trafics de produits stupéfiants. On le constate à la fois dans les zones qui sont sous l'influence directe des villes, puisque vous savez que 40% des résidents des zones rurales travaillent dans les zones urbaines. Et la gendarmerie, effectivement, a dans sa zone de compétence les zones rurales, mais également les zones périurbaines, qui regroupent 75% de ses effectifs. Mais cette réalité, on la constate aussi dans les départements qui sont plus agricoles. Je pense en particulier au département du Gers, où en l'espace de 6 ans, c'est plus que 100% de trafiquants supplémentaires qui ont été interpellés. Je donne l'exemple du Gers, mais j'aurais pu donner l'exemple de la Mayenne, l'exemple de la Meuse ou l'exemple d'autres départements. Et donc la réalité de la gendarmerie aujourd'hui, dans sa zone de compétence, c'est du transit, avec des produits qui passent sur la route, qui passent par la voie ferrée, qui passent par le trait de côte, notamment au travers des ports secondaires. C'est de la transformation de produits, c'est du stockage et c'est du trafic. Et dans le pourquoi, c'est bien sûr lié à l'offre de plus en plus abondante, à une demande aussi qui est forte, à des trafiquants qui sont dans les zones urbaines et qui cherchent de nouveaux débouchés, et peut-être des débouchés sur lesquels aujourd'hui on n'a pas les mêmes guerres de territoire. Et aussi c'est une offre qui est différente aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne va plus forcément s'approvisionner dans un point de deal, mais on passe commande via des réseaux cryptés et on se fait livrer quasiment au pied de son domicile, voire au pied de son domicile. Et donc on est sur une évolution qui est presque systémique aujourd'hui. Nicolas d'Aragon, vous parliez tout à l'heure de dispositifs de prévention. Est-ce qu'on s'intéresse aussi aux consommateurs de stupéfiants ou aux consommateurs potentiels de stupéfiants dans votre commune?
Oui, on s'y intéresse bien sûr. On a une direction de la santé à la mairie de Valence qui est une des premières à avoir été créée. Elle a plus de 100 ans et elle a des missions de prévention des addictions, au même titre qu'il y a plusieurs organismes qui interviennent sur ces sujets-là dès l'âge du collège pour informer sur les risques liés à la consommation de stupéfiants, au même titre qu'il faut sensibiliser les parents, parce que je rappelle que ça a un impact sur la santé mentale des adolescents qui est extrêmement fort. Ça a également un impact sur la conduite automobile et il y a un grand nombre d'accidents qui sont liés dorénavant à la consommation de stupéfiants. Avant, on parlait beaucoup de la consommation d'alcool, mais la consommation de stupéfiants est très présente dans les accidents de la route. Ça veut dire que le volet de prévention, il est évidemment parcouru par de très nombreux intervenants, au même titre qu'on a aussi des éducateurs de prévention qui, eux, font de la prévention liée plutôt à l'insertion progressive dans la société de notre jeunesse et qui les accompagnent pour pas qu'ils décrochent scolairement, pour qu'ils continuent d'avoir une éducation à l'école, évidemment par leurs parents pour commencer, mais à l'école, dans des clubs de sport. La ville met à disposition des chèques sport, des chèques culture. Donc ça veut dire qu'on occupe dans le continuum, il n'y a pas que la répression évidemment, parce que réprimer sans accompagner, ça ne sert à rien. Quand le jeune a été sanctionné, il faut aussi qu'on lui montre le bon chemin. Les parents ont une grande part, et moi j'y accorde vraiment une part très importante, et je suis très attentif à ce qu'ils acceptent d'insérer leur enfant dans un parcours éducatif. S'ils ne le font pas, on prend des sanctions supplémentaires, mais s'ils acceptent ce parcours éducatif, on voit qu'il y a une véritable réussite. Dans 80% des cas, on arrive à les faire sortir par le haut et se réinsérer scolairement. C'est une première victoire. Jocelyn Saboty, je vois que vous approuvez ce que dit Nicolas d'Aragon. Est-ce que vous aussi, vous avez mis en place de tels dispositifs ? Oui, tout à fait, à travers le CLSPD, les éducateurs de rue, et avec bien sûr une coopération à la fois avec le collège, le lycée, mais malheureusement aujourd'hui nous sommes obligés de descendre jusqu'au niveau du primaire, où nous allons chercher les décrocheurs, où nous mettons en place des actions envers les parents, des actions de parentalité, où nous mettons en place pendant les vacances scolaires pour éviter l'oisiveté, effectivement, des actions sportives, des actions culturelles. Ce qui est important, c'est qu'à un certain moment, quand nos enfants décrochent de l'école, eh bien, ils trouvent des recruteurs dans la rue. Donc, nous mettons aussi dans la rue des éducateurs de rue et qui sont en contact permanent, c'est l'aller vers. Donc, aujourd'hui, un décrocheur, il ne viendra pas vers vous. Un jeune, aujourd'hui, il trouve des dealers qui vont vers lui. Il faut aller aussi vers ces jeunes-là qui sont un peu perdus, éviter l'oisiveté et faire en sorte qu'il y ait toujours, je pourrais dire, un prétexte pour être en contact avec les jeunes. Nous utilisons bien sûr les réseaux sociaux, nous utilisons les plateformes où il y a les jeunes, nous y allons nous-mêmes avec nos éducateurs, où nous donnons la parole aux jeunes. Nous sommes en train de créer le bureau des jeunes, où des jeunes parlent à d'autres jeunes, de façon à pouvoir les emmener là où nous pouvons les rencontrer. En fait, cet aller vers est très important pour pouvoir toucher le public, puisque notre faiblesse, c'est que ceux qui sont les vendeurs de rêves, ils sont là où vivent les jeunes et nous n'y sommes pas. Donc il faut aller là où sont ces jeunes pour pouvoir, comme je dis, au premier kilomètre, être présent. Du coup, c'est la question un peu que j'allais vous poser, parce que l'actualité en est remplie en ce moment. Est-ce qu'on arrive à démanteler définitivement des points de deal ? Puisqu'on parlait des jeunes. Je pense qu'à cet égard, les chiffres parlent d'eux-mêmes, même si derrière les chiffres, il y a toujours une réalité qui est vécue par des habitants, par des administrés, qui est à chaque fois une urgence à laquelle on doit répondre. En 2020, à la création de l'OFAST, on recensait près de 4000 points de deal. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, en 2025, on est un petit peu moins de 2900. Ça reste évidemment beaucoup trop, mais chaque point de deal, c'est un travail de fond qui est mené par les services de police, de gendarmerie, pour harceler, pour pilonner les points de deal, pour faire en sorte de pouvoir dissuader les clients de venir, interpeller les vendeurs qui sont amenés à revendre du produit et les fournisseurs qui leur permettent d'en disposer. Donc c'est un travail de fond, parfois ingrat, mais qui est absolument fondamental, puisque c'est la première réponse qui est captée par les administrés, qui est captée par le citoyen, et que nous avons besoin en permanence d'entretenir. Alors le trafic mute, s'adapte, comme l'évoquait le général Noyau aujourd'hui. On trouve d'autres formes de revente de stupéfiants par des messageries chiffrées, par ce qu'on appelle de manière un peu générique des Uber Sheets. Donc on s'adapte également de ce point de vue-là, mais il est pour la police nationale en tout cas fondamental d'apporter une réponse au quotidien aux habitants qui sont directement impactés par ces points de deal, et puis au-delà des habitants, de faire en sorte que les gens ne puissent plus s'approvisionner sur des points de revente physique, il y a un vrai enjeu de santé publique au-delà de l'enjeu répressif. Et donc pour nous, c'est un travail de longue haleine
qui doit être couplé à des enquêtes de fond qui prennent cette fois-ci un temps beaucoup plus long pour démanteler des filières, interpeller des grossistes, interpeller des fournisseurs et faire en sorte que l'action du moment, du quotidien, puisse être conjuguée à une action de long terme pour que le point de deal, une fois démantelé, n'ait pas juste à se déplacer et à se reconstituer ailleurs, mais pour assécher, en réalité, la fourniture du produit, ce qui est évidemment un défi majeur pour nous dans le contexte que je vous évoquais un petit peu plus tôt. C'est la question que j'allais vous poser, Général. Est-ce qu'on arrive à remonter les filières, justement, si aisément que ça? On le voit notamment aux Antilles-Guyane, c'est un vrai sujet. Alors, oui, on arrive à remonter les filières. Les trafics de stupéfiants, déjà, c'est un ancrage territorial. Et on voit que les trafics, ils se nourrissent des points de deal et ils se nourrissent des trafics de produits stupéfiants. Tout le travail qu'on mène, effectivement, c'est d'essayer, comme disait le commissaire Crouy, c'est de remonter le plus haut possible sur les structures criminelles pour identifier les commanditaires, démanteler, donc déjà avoir la meilleure visibilité possible de la structure criminelle, les modes opératoires, l'ensemble des acteurs. Ensuite, d'orienter nos investigations sur les angles d'investigation qui s'orienteront vers les vulnérabilités au niveau des trafics, qui peuvent être parfois les réseaux logistiques qui sont utilisés par les trafics, qui peuvent être également le réseau de blanchiment. Parce qu'on a, au travers du blanchiment, un véritable enjeu, et là aussi ça a été dit, de parvenir à faire en sorte que le crime ne paye plus et qu'on arrive petit à petit à assécher les bénéfices de ces trafics, bénéfices qui sont ensuite réinvestis, blanchis dans l'économie légale, mais qui servent également à réinvestir sur de nouveaux trafics. Là, quand on voit la situation, on a l'impression que c'est un travail de longue haleine. Alors, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail sur lequel on est pleinement mobilisé. Alors, bien sûr, la police et la gendarmerie, mais c'est également l'investissement et l'engagement des autres acteurs, à la fois les acteurs de police judiciaire, mais également les acteurs du renseignement, où on travaille ensemble. Et d'ailleurs, depuis quelques mois, a été créé un état-major de la criminalité organisée qui est rattaché au directeur national de la police judiciaire et qui a vocation à partager tous les renseignements des services, à la fois dans le cadre judiciaire, mais également dans le cadre du renseignement, pour collectivement être plus efficace. Ça, c'est la loi de juin 2025. On va y revenir. Messieurs d'Aragon et Sapoti, que vous manque-t-il pour pouvoir lutter efficacement contre le trafic de drogue aujourd'hui? Que demandez-vous à l'État et aux services de police et de gendarmerie qui sont en face de vous, d'ailleurs? On demande au gouvernement et au Parlement de voter très vite la loi issue des Beauvau de la police municipale, parce que on n'a pas vocation à remplacer les services de police judiciaire de l'État et les services spécialisés sur les stupéfiants. Nous, on a vocation à continuer ce travail du quotidien et de la proximité avec nos concitoyens, mais qui nous permet régulièrement de relever des infractions relativement importantes et qui contribue ensuite forcément aux enquêtes et à l'approfondissement des recherches qui sont conduites par les services spécialisés. Mais nous, on n'a pas vocation à dépasser ce seuil qui nous est fixé, qui est celui de la tranquillité publique et de la proximité, même si de plus en plus avec des polices municipales nombreuses et présentes la nuit, on a un peu d'intervention, mais on ne veut pas faire de police judiciaire. Donc aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est des pouvoirs de contrôle amplifiés. On n'a pas accès aux fichiers, on ne peut pas ouvrir un coffre, on ne peut pas rentrer dans un hall d'immeuble. C'est la possibilité de dresser des amendes forfaitaires délictuelles. Aujourd'hui, il faut faire appel à la police nationale ou à la gendarmerie nationale. On pourrait le faire beaucoup plus facilement et on a l'occasion de le faire souvent pour dissuader les consommateurs. Donc voilà, c'est des dispositifs tout simple. Là, on a oublié, par exemple, les chiens stupéfiants qui travaillent dans la police municipale. Ils ne sont pas habilités à faire de la découverte ou de la recherche de produits stupéfiants, d'armes ou de billets, etc., de monnaie. Sauf qu'ils sont formés, il y en a 700 en France. Et bien, ceux-là, ils ne sont pas dans la loi, ils ne sont pas prévus. C'est un peu dommage de s'en priver. Donc voilà, tout ça, ce sont finalement des ajustements du bloc législatif et réglementaire qui existe, qui vont nous permettre d'appréhender la réalité de notre exercice
de la police municipale, parce qu'on a la même réglementation qu'il y a 25 ans, sauf qu'aujourd'hui, on a 28 000 policiers municipaux quand on en avait près de 10 000. Il y en a 12 000 qui sont en recrutement. On a vraiment affaire à une force supplémentaire de sécurité intérieure qui peut faire des missions qui, je le dis, doivent rester infrajudiciaires globalement. Voilà, et par là, vous rappelez qu'au départ, les prérogatives du maire ne sont pas désignées en matière de sécurité, puisque la sécurité ne fait pas partie de vos compétences. Jocelyn Sapoty. Oui, j'irais pour dire dans le même sens qu'il faut appliquer le principe de subsidiarité. Et appliquer ce principe de subsidiarité, il faut que l'État soit bon dans son niveau de compétence. Et ce niveau de compétence, en ce qui nous concerne, nous, dans les Caraïbes, c'est dans la coopération transnationale contre les trafics de drogue. J'ai entendu notre général dire qu'il faut assécher. Bien, c'est ça. En fait, c'est une économie du crime. Il faut faire en sorte que cette économie ne fonctionne pas. Donc, si elle ne fonctionne pas, bien forcément, eh bien, nous aurons gagné le principal, je pourrais dire, de ce combat-là. Donc, ça veut dire, par exemple, chez nous, en Guadeloupe, 50% des stupéfiants viennent du Venezuela. Ça, on le sait. Donc, à partir du moment où on sait ça, on sait là où il faut frapper en amont, que l'État soit bon à ce niveau-là. Et que notre niveau, nous, qui est ce niveau de prévention, mais qui est aussi ce niveau de renseignement, parce qu'on est en capacité, grâce à la proximité, de renseigner, c'est d'avoir le cadre législatif qui nous permet de le faire, avec les outils qui nous permettront de le faire. L'utilisation du chien, qui a été dit tout à l'heure, et j'en ai discuté avec mon préfet, et on se disait, mais ce n'est pas possible qu'un outil comme celui-là ne soit pas mis à la disposition davantage déjà des gendarmes chez nous, mais même au niveau de la police municipale. Et ça semble une solution toute simple, pas coûteuse et très efficace. Donc, que nous soyons dans ce principe de subsidiarité pour chercher pas seulement de l'efficacité, mais voire de l'efficience, puisqu'il faut mieux utiliser l'argent public maintenant. Voilà. Alors vous y faisiez allusion tout à l'heure, une loi anti-stupéfiants a été votée en juin dernier. Quels sont les grands dispositifs de cette loi ? Alors, comme vous l'évoquiez, la loi du 13 juin, elle vise, et le nom de la loi est quand même très évocateur, à sortir la France du piège du narcotrafic. Ah oui, c'est tout bien. Alors cette loi, elle nous dote en fait d'un nouvel arsenal pour mieux lutter et être plus efficace dans la lutte contre les trafics de stupéfiants et contre la criminalité organisée, avec une approche qui est une approche globale, c'est-à-dire à la fois des mesures sur les trafics importants, à la fois des mesures très concrètes, notamment au travers des mesures administratives qui sont mises à la disposition des préfets. Et cette loi, elle concerne à la fois l'enquête, mais elle concerne jusqu'à l'exécution des peines. Trois grands piliers autour de cette loi. C'est déjà de l'organisation pour être ensemble plus efficace dans la lutte contre les trafics. Je l'ai évoqué, c'est l'état-major de criminalité organisée, mais c'est à partir de janvier 2026 la création d'un parquet national anti-criminalité organisée. Le deuxième pilier, c'est un renforcement de l'arsenal de procédures à notre disposition. Ça se traduit par des nouveaux outils d'enquête, par exemple être en mesure d'activer à distance des appareils électroniques pour faire de la captation d'images ou de sons. C'est des nouvelles infractions, notamment le délit d'appartenance à un groupe criminel organisé. Et c'est également des aggravations de sanctions, notamment lorsque des majeurs sont impliqués dans des trafics de stupéfiants avec des mineurs. Le troisième pilier, le troisième pilier de cette loi, eh bien justement, ce sont ces mesures administratives qui permettent d'agir rapidement. C'est par exemple pour les préfets la possibilité de fermeture de locaux commerciaux ou de lieux publics qui sont concernés par les trafics de stupéfiants. C'est l'interdiction de paraître sur les points de deal qui a été évoqué tout à l'heure. C'est également le retrait ou le blocage des contenus qui proposent en ligne des produits stupéfiants. Donc vous voyez, c'est véritablement une approche globale au travers de cette loi et qui va nous permettre collectivement, j'insiste bien, d'être plus efficaces contre ces trafics, mais plus globalement contre la criminalité organisée, parce que d'ailleurs Europol nous le rappelle, la criminalité organisée, elle est protéiforme, même si elle est effectivement largement irriguée par les trafics de produits stupéfiants.
En quoi cette loi va faciliter le travail de l'OFAST? Alors, cette loi, elle est pour nous particulièrement intéressante parce qu'elle permet à la fois d'articuler le temps court de la réponse immédiate aux attentes des citoyens concernant la lutte contre le trafic de drogue et ces manifestations que sont les points de deal, et le temps long, qui est celui du démantèlement des filières. Cette loi permet à la fois pour nous de nous doter d'outils très techniques. Je pense à des dispositions sur les informateurs, sur les repentis, sur les techniques spéciales d'enquête que je ne développerai pas, mais qui en tout cas pour nous sont de nature à nous faciliter grandement le développement d'enquêtes de longue haleine qui visent à non seulement assécher les filières d'approvisionnement, mais aussi à poursuivre et condamner ce qu'on peut appeler les barons de la drogue, ce qu'on identifie nous au sein de l'OFAST comme notre top national des 50 plus grands trafiquants. Et dans le même temps, articuler une riposte sur le temps court, faire en sorte de pouvoir donner à l'autorité administrative des mesures, des pouvoirs, pour pouvoir fermer un commerce où le trafic de drogue se déroule, pour pouvoir procéder à des expulsions auprès de bailleurs sociaux pour des familles qui prennent part au trafic, ou encore des interdictions de paraître. C'est très intéressant parce qu'en réalité, ce temps court, c'est le temps également de la co-construction d'une stratégie avec justement les élus locaux. C'est que la police nationale, en lien avec le préfet, en lien avec le maire, est en mesure, avec ses outils, de pouvoir construire une stratégie de riposte à très court terme qui pourra s'articuler de la manière la plus adéquate possible avec cette riposte au temps long qui est celui du démantèlement des filières. De ce fait, on a à la fois des outils pour pouvoir répondre tout de suite et pour pouvoir anticiper demain. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir apporté tous vos éclairages. Et bien sûr, c'est un sujet qui reste malheureusement d'actualité et qu'on suivra ici à l'AMF. Bonne journée, bon congrès.